Conte de la Bécasse par Maupassant. Au champ, à Octave Mirbeau. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les 2 portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les 2 aînés avaient 6 ans et les 2 cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les 2 mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas, et les 2 pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des 2 demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valin, qui avaient 1 fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par randage devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu, le dimanche, était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferais bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les 2 chaumières et une jeune femme, qui conduisait elle-même, dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh, regarde, Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis, comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit !» Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des 2 derniers, celui des Tuvache, et, l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres, et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et, sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfant. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions. Voulez-vous » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda. « Vous voulez nous prendre, Charlot ?»« Ah ben non, pour sûr !» Alors monsieur Dubière intervint. « Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter. Mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions, par hasard, des enfants, il partagerait également avec eux,
Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions, à sa majorité, une somme de 20 000 francs, qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris ? La fermière s'était levée, toute furieuse. « Vous voulez que je vous vende oncle Charlot ? Ah mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah mais non, ça serait une abomination. » L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer, et se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant, dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. « Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas !» Alors ils firent une dernière tentative. « Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... » La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole. « C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis que je vous revoie point par ici. C'est-il permis de vouloir prendre un enfant comme ça ?» Alors madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits, et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée, qui ne veut jamais attendre. « Mais l'autre petit n'est pas à vous. » Le père Tuvache répondit. « Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller, si vous voulez. » Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre eux deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda. « Qu'est-ce que t'en dis, l'homme ?» Il prononça d'un ton sentencieux. « Je dis que c'est point méprisable. » Alors madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda. « C'te rente de 1200 francs, ce sera promis devant le notaire ?» Monsieur Dubière répondit. « Mais certainement, dès demain. » La fermière, qui méditait, reprit. « 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques ans, cet enfant. Il nous faut 120 francs. » Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les Tuvache, sur leur porte, le regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois, elle prenait en ses bras son Charlot avec ostentation, lui criant comme s'il eût compris. « Je t'ai pas vendu, mais... Je t'ai pas vendu, mon p'tio. Je vends pas mes enfants, mais... Je suis pas riche, mais vends pas mes enfants. » Et pendant des années, et encore des années, ce fut ainsi chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient « Je sais bien que c'était engageant, c'est égal, elle s'a conduite comme une bonne mère. » On la citait, et Charlot, qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valin vivotaient à leur aise,
grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvache, restés misérables, venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et 2 autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les 2 chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame aux cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra comme chez lui dans la masure des Valins. La vieille mère lavait ses tabliers. Le père, infirme, sommeillait près de l'âtre. Tous 2 levèrent la tête, et le jeune homme dit « Bonjour, papa. Bonjour, maman. » Ils se dressèrent, effarés. La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau et balbutia « C'est Tité, mon enfant. C'est Tité, mon enfant. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant « Bonjour, maman », tandis que le vieux, tout tremblant, disait, de son ton calme qu'il ne perdait jamais « Te v'là-t-il revenu, Jean ?» Comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et, quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin ?» Sa mère répondit obstinément « Je voulions point vendre notre enfant. » Le père ne disait rien. Le fils reprit « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux « Veux-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme, brutalement « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Que vous mériteriez que je vous quitte. » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever tes enfants ?» Alors le gars, rudement, « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, v'là ce que je serais maintenant. » Il se leva. « Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. » Les 2 vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit. « Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria « Manan, va !» Et il disparut dans la nuit. Un coq chanta. À René Bilotte. Madame Berthe d'Avancelles avait jusque-là repoussé toutes les supplications de son admirateur désespéré, le baron Joseph de Croissard. Pendant l'hiver à Paris, il l'avait ardemment poursuivie, et il donnait pour elle, maintenant, des fêtes et des chasses en son château normand de Carville. Le mari, monsieur d'Avancelles, ne voyait rien, ne savait rien, comme toujours. Il vivait, disait-on, séparé de sa femme pour cause de faiblesse physique, que madame ne lui pardonnait point. C'était un gros petit homme, chauve, court de bras, de jambes, de cou, de nez, de tout. Madame d'Avancelles était au contraire une grande jeune femme brune et déterminée, qui riait d'un rire sonore au nez de son maître, qu'il appelait publiquement Madame Popote, et regardait d'un certain air engageant et tendre les larges épaules et l'encolure robuste et les longues moustaches blondes de son soupirant attitré, le baron Joseph de Croissard. Elle n'avait encore rien accordé cependant. Le baron se ruinait pour elle. C'était sans cesse des fêtes, des chasses, des plaisirs nouveaux auxquels il invitait la noblesse des châteaux environnants.
Tout le jour, les chiens courants hurlaient par les bois à la suite du renard et du sanglier, et chaque soir, d'éblouissants feux d'artifice allaient mêler aux étoiles leur panache de feu, tandis que les fenêtres illuminées du salon jetaient sur les vastes pelouses des traînées de lumière où passaient des ombres. C'était l'automne, la saison rousse. Les feuilles voltigeaient sur les gazons comme des volées d'oiseaux. On sentait traîner dans l'air des odeurs de terre humide, de terre dévêtue, comme on sent une odeur de chair nue, quand tombe, après le bal, la robe d'une femme. Un soir, dans une fête, au dernier printemps, Madame d'Avancelles avait répondu à Monsieur de Croissard qui la harcelait de ses prières. « Si je dois tomber, mon ami, ce ne sera pas avant la chute des feuilles. J'ai trop de choses à faire cet été pour avoir le temps. » Il s'était souvenu de cette parole rieuse et hardie, et chaque jour il insistait davantage, chaque jour il avançait ses approches, il gagnait un pas dans le cœur de la belle audacieuse qui ne résistait plus, semblait-il, que pour la forme. Une grande chasse allait avoir lieu, et, la veille, Madame Berthe avait dit, en riant, au baron, « Baron, si vous tuez la bête, j'aurai quelque chose pour vous. » Dès l'aurore, il fut debout pour reconnaître où le solitaire s'était baugé. Il accompagna ses piqueurs, disposa les relais, organisa tout lui-même pour préparer son triomphe. Et, quand les cors sonnèrent le départ, il apparut dans un étroit vêtement de chasse rouge et or, les reins serrés, le buste large, l'œil radieux, frais et fort comme s'il venait de sortir du lit. Les chasseurs partirent. Le sanglier débusqué fila, suivi des chiens hurleurs, à travers des broussailles. Et les chevaux se mirent à galoper, emportant par les étroits sentiers des bois les Amazones et les cavaliers. Tandis que, sur les chemins amollis, roulaient sans bruit les voitures qui accompagnaient de loin la chasse. Madame d'Avancelles, par malice, retint le baron près d'elle, s'attardant, au pas, dans une grande avenue interminablement droite et longue, et sur laquelle 4 rangs de chênes se repliaient comme une voûte. Frémissant d'amour et d'inquiétude, il écoutait d'une oreille le bavardage moqueur de la jeune femme, et, de l'autre, il suivait le chant des cors et la voix des chiens qui s'éloignaient. « Vous ne m'aimez donc plus ?» disait-elle. Il répondait « Pouvez-vous dire des choses pareilles ?» Elle reprenait « La chasse, cependant, semble vous occuper plus que moi. » Il gémissait. « Ne m'avez-vous point donné l'ordre d'abattre moi-même l'animal ?» Et elle ajoutait gravement « Mais j'y compte. Il faut que vous le tuiez devant moi. » Alors il frémissait sur sa selle, piquait son cheval qui bondissait, et, perdant patience, « Mais, sacristi, madame, cela ne se pourra pas si nous restons ici. » Et elle lui jetait, en riant, « Il faut que cela soit, pourtant. Ou alors, tant pis pour vous. » Puis elle parlait tendrement, posant la main sur son bras, ou flattant, comme par distraction, la crinière de son cheval. Puis ils tournèrent à droite, dans un petit chemin couvert, et soudain, pour éviter une branche qui barrait la route, elle se pencha sur lui, si près qu'il sentit sur son cou le chatouillement des cheveux. Alors, brutalement, il l'enlaça, et, appuyant sur la tempe ses grandes moustaches, il la baisa d'un baiser furieux. Elle ne remua point d'abord, restant ainsi sous cette caresse emportée. Puis, d'une secousse, elle tourna la tête, et, soit hasard, soit volonté, ses petites lèvres à elle rencontrèrent ses lèvres à lui, sous leur cascade de poils blonds. Alors, soit confusion, soit remords, elle cingla le flanc de son cheval, qui partit au grand galop. Ils allèrent ainsi longtemps, sans échanger même un regard. Le tumulte de la chasse se rapprochait, les fourrés semblaient frémir, et tout à coup, brisant les branches, couvert de sang, secouant les chiens qui s'attachaient à lui, le sanglier passa. Alors le baron, poussant un rire de triomphe, cria « Qui même me suive !» et il disparut dans les taillis comme si la forêt l'eût englouti. Quand elle arriva, quelques minutes plus tard, dans une clairière, il se relevait, souillé debout, la jaquette déchirée, les mains sanglantes, tandis que la bête étendue portait dans l'épaule le couteau de chasse enfoncé jusqu'à la garde. La curée se fit au lambeau par une nuit douce et mélancolique. La lune jaunissait la flamme rouge des torches qui embrumaient la nuit de leur fumée résineuse.
Les chiens mangeaient les entrailles puantes du sanglier et criaient et se battaient. Et les piqueurs et les gentilshommes chasseurs, en cercle autour de la curée, sonnaient du cor à plein souffle. La fanfare s'en allait dans la nuit claire au-dessus des bois, répétée par les échos perdus des vallées lointaines, réveillant les cerfs inquiets, les renards glapissants et troublant en leurs ébats les petits lapins gris au bord des clairières. Les oiseaux de nuit voletaient, effarés, au-dessus de la meute affolée d'ardeur. Et des femmes, attendries par toutes ces choses douces et violentes, s'appuyant un peu au bras des hommes, s'écartaient déjà dans les allées avant que les chiens eussent fini leur repas. Tout alangui par cette journée de fatigue et de tendresse, Madame d'Avancelles dit au baron : « Voulez-vous faire un tour de parc, mon ami ?» Mais lui, sans répondre, tremblant, défaillant, l'entraîna. Et tout de suite, ils s'embrassèrent. Ils allaient au pas, au petit pas, sous les branches presque dépouillées et qui laissaient filtrer la lune. Et leur amour, leur désir, leur besoin d'étreinte étaient devenus si véhéments qu'ils faillirent choir au pied d'un arbre. Les cors ne sonnaient plus, les chiens épuisés dormaient au chenil. « Rentrons, » dit la jeune femme. Ils revinrent. Puis, lorsqu'ils furent devant le château, elle murmura d'une voix mourante : « Je suis si fatiguée que je vais me coucher, mon ami. » Et comme il ouvrait les bras pour la prendre en un dernier baiser, elle s'enfuit, lui jetant comme adieu : « Non, je vais dormir. Qui m'aime me suive. » 1 heure plus tard, alors que tout le château silencieux semblait mort, le baron sortit à pas de loup de sa chambre et s'en vint gratter à la porte de son amie. Comme elle ne répondait pas, il essaya d'ouvrir. Le verrou n'était point poussé. Elle rêvait, accoudée à la fenêtre. Il se jeta à ses genoux, qu'il baisait éperdument à travers la robe de nuit. Elle ne disait rien, enfonçant ses doigts fins, d'une manière caressante, dans les cheveux du baron. Et soudain, se dégageant comme si elle eût pris une grande résolution, elle murmura de son air hardi, mais à voix basse : « Je vais revenir, attendez-moi. » Et son doigt, tendu dans l'ombre, montrait, au fond de la chambre, la tache vague et blanche du lit. Alors, à tâtons, éperdu, les mains tremblantes, il se dévêtit bien vite et s'enfonça dans les draps frais. Il s'étendit délicieusement, oubliant presque son amie, tant il avait plaisir à cette caresse du linge sur son corps las de mouvement. Elle ne revenait point, pourtant, s'amusant sans doute à le faire languir. Il fermait les yeux dans un bien-être exquis, et il rêvait doucement dans l'attente délicieuse de la chose tant désirée. Mais peu à peu ses membres s'engourdirent, sa pensée s'assoupit, devint incertaine, flottante. La puissante fatigue enfin le terrassa, il s'endormit. Il dormit du lourd sommeil, de l'invincible sommeil des chasseurs exténués. Il dormit jusqu'à l'aurore. Tout à coup, la fenêtre étant restée entr'ouverte, un coq, perché dans un arbre voisin, chanta. Alors, brusquement, surpris par ce cri sonore, le baron ouvrit les yeux. Sentant contre lui un corps de femme, se trouvant en un lit qu'il ne reconnaissait pas, surpris et ne se souvenant plus de rien, il balbutia dans l'effarement du réveil. « Quoi ? Où suis-je ? Qu'y a-t-il » Alors elle, qui n'avait point dormi, regardant cet homme dépeigné, aux yeux rouges, à la lèvre épaisse, répondit du ton hautain dont elle parlait à son mari. « Ce n'est rien, c'est un coq qui chante. Rendormez-vous, monsieur, cela ne vous regarde pas. » Un fils. À René Mézeroy. Ils se promenaient, les 2 vieux amis, dans le jardin tout fleuri où le gai printemps remuait de la vie. L'un était sénateur, et l'autre de l'Académie française, graves tous deux, pleins de raisonnements très logiques mais solennels, gens de marque et de réputation. Ils parlotèrent d'abord de politique, échangeant des pensées, non pas sur des idées, mais sur des hommes. Les personnalités, en cette matière, primant toujours la raison. Puis ils soulevèrent quelques souvenirs. Puis ils se turent, continuant à marcher côte à côte.
tout amolli par la tiédeur de l'air. Une grande corbeille de ravenelles exhalait des souffles sucrés et délicats. Un tas de fleurs de toute race et de toute nuance jetaient leurs odeurs dans la brise, tandis qu'un faux ébénier, vêtu de grappes jaunes, éparpillait au vent sa fine poussière, une fumée d'or qui sentait le miel et qui portait, pareille aux poudres caressantes des parfumeurs, sa semence embaumée à travers l'espace. Le sénateur s'arrêta, huma le nuage fécondant qui flottait, considéra l'arbre amoureux resplendissant comme un soleil et dont les germes s'envolaient, et il dit « Quand on songe que ces imperceptibles atomes qui sentent bon vont créer des existences à des centaines de lieues d'ici, vont faire tressaillir les fibres et les sèves d'arbres femelles et produire des êtres à racines, naissant d'un germe, comme nous, mortels comme nous, et qui seront remplacés par d'autres êtres de même essence, comme nous toujours. » Puis, planté devant l'ébénier radieux, dont les parfums vivifiants se détachaient à tous les frissons de l'air, Monsieur le sénateur ajouta « Ah, mon gaillard, s'il te fallait faire le compte de tes enfants, tu serais bigrement embarrassé. En voilà un qui les exécute facilement et qui les lâche sans remords, et qui ne s'en inquiète guère. » L'académicien ajouta « Nous en faisons autant, mon ami. » Le sénateur reprit « Oui, je ne le nie pas. Nous les lâchons quelquefois, mais nous le savons au moins, et cela constitue notre supériorité. » Mais l'autre secoua la tête. « Non, ce n'est pas là ce que je veux dire. Voyez-vous, mon cher, il n'est guère d'homme qui ne possède des enfants ignorés, ces enfants dits de père inconnu, qu'il a fait, comme cet arbre reproduit presque inconsciemment. S'il fallait établir le compte des femmes que nous avons eues, nous serions, n'est-ce pas, aussi embarrassés que cet ébénier que vous interpelliez le serait pour numéroter ses descendants. De 18 à 40 ans, enfin, en faisant entrer en ligne les rencontres passagères, les contacts d'une heure, on peut bien admettre que nous avons eu des rapports intimes avec 200 ou 300 femmes. Eh bien, mon ami, dans ce nombre, êtes-vous sûr que vous n'en avez pas fécondé au moins une, et que vous ne possédiez point sur le pavé ou au bagne un chenapan de fils qui vole et assassine les honnêtes gens, c'est-à-dire nous, ou bien une fille dans quelque mauvais lieu, ou peut-être, si elle a eu la chance d'être abandonnée par sa mère, cuisinière en quelque famille. Songez en outre que presque toutes les femmes que nous appelons publiques possèdent 1 ou 2 enfants dont elles ignorent le père, enfants attrapés dans le hasard de leurs étreintes à 10 ou 20 francs. Dans tout métier, on fait la part des profits et pertes. Ces rejetons-là constituent les pertes de leur profession. Quels sont les générateurs ? Vous, moi, nous tous, les hommes dits comme il faut. Ce sont les résultats de nos joyeux dîners d'amis, de nos soirs de gaieté, de ces heures où notre chair contente nous pousse aux accouplements d'aventure. Les voleurs, les rôdeurs, tous les misérables, enfin, sont nos enfants. Et cela vaut encore mieux pour nous que si nous étions les leurs, car ils reproduisent aussi ces gredins-là. Tenez, j'ai, pour ma part, sur la conscience, une très vilaine histoire que je veux vous dire. C'est pour moi un remords incessant. Plus que cela, c'est un doute continuel, une inapaisable incertitude qui, parfois, me torture horriblement. À l'âge de 25 ans, j'avais entrepris avec un de mes amis, aujourd'hui conseiller d'État, un voyage en Bretagne, à pied. Après 15 ou 20 jours de marche forcenée, après avoir visité les côtes du Nord et une partie du Finistère, nous arrivions à Douarnenez. De là, en une étape, on gagna la sauvage pointe du Raz par la baie des Trépassés, et on coucha dans un village quelconque dont le nom finissait en « off ». Mais, le matin venu, une fatigue étrange retint au lit mon camarade. Je dis au lit par habitude, car notre couche se composait simplement de 2 bottes de paille. Impossible d'être malade en ce lieu. Je le forçai donc à se lever, et nous parvînmes à Audierne vers 4 ou 5 heures du soir. Le lendemain, il allait un peu mieux. On repartit, mais en route, il fut pris de malaise intolérable, et c'est à grand-peine que nous pûmes atteindre Pont-l'Abbé. Là, au moins, nous avions une auberge. Mon ami se coucha, et le médecin qu'on fit venir de Quimper
constata une forte fièvre, sans en déterminer la nature. « Connaissez-vous Pont-l'Abbé ? Non ? Eh bien, c'est la ville la plus bretonne de toute cette Bretagne bretonnante qui va de la pointe du Raz au Morbihan. De cette contrée qui contient l'essence des mœurs, des légendes, des coutumes bretonnes. Encore aujourd'hui, ce coin de pays n'a presque pas changé. Je dis « encore aujourd'hui », car j'y retourne à présent tous les ans, hélas. Un vieux château baigne le pied de ses tours dans un grand étang triste, triste avec des vols d'oiseaux sauvages. Une rivière sort de là que les caboteurs peuvent remonter jusqu'à la ville. Et dans les rues étroites, aux maisons antiques, les hommes portent le grand chapeau, le gilet brodé et les 4 vestes superposées. La première, grande comme la main, couvrant au plus les omoplates, et la dernière s'arrêtant juste au-dessus du fond de culotte. Les filles, grandes, belles, fraîches, ont la poitrine écrasée dans un gilet de drap qui forme cuirasse. Les étreints, ne laissant même pas deviner leur gorge puissante et martyrisée. Et elles sont coiffées d'une étrange façon. Sur les tempes, 2 plaques brodées en couleur encadrent le visage, serrent les cheveux qui tombent en nappe derrière la tête, puis remontent se tasser au sommet du crâne sous un singulier bonnet, tissu souvent d'or ou d'argent. La servante de notre auberge avait 18 ans, au plus, des yeux tout bleus, d'un bleu pâle que perçaient les 2 petits points noirs de la pupille, et ses dents courtes, serrées, qu'elle montrait sans cesse en riant, semblaient faites pour broyer du granit. Elle ne savait pas un mot de français, ne parlant que le breton, comme la plupart de ses compatriotes. Or, mon amie n'allait guère mieux, et, bien qu'aucune maladie ne se déclarât, le médecin lui défendait de partir encore, ordonnant un repos complet. Je passais donc les journées près de lui, et sans cesse la petite bonne entrait, apportant soit mon dîner, soit de la tisane. Je la lutinais un peu, ce qui semblait l'amuser. Mais nous ne causions pas, naturellement, puisque nous ne nous comprenions point. Or, une nuit, comme j'étais resté fort tard auprès du malade, je croisais, en regagnant ma chambre, la fillette qui rentrait dans la sienne. C'était juste en face de ma porte ouverte. Alors, brusquement, sans réfléchir à ce que je faisais, plutôt par plaisanterie qu'autrement, je la saisis à pleine taille, et avant qu'elle fût revenue de sa stupeur, je l'avais jetée et enfermée chez moi. Elle me regardait, effarée, affolée, épouvantée, n'osant pas crier de peur d'un scandale, d'être chassée sans doute par ses maîtres d'abord et peut-être par son père ensuite. J'avais fait cela en riant, mais dès qu'elle fut chez moi, le désir de la posséder m'envahit. Ce fut une lutte longue et silencieuse, une lutte corps à corps, à la façon des athlètes, avec les bras tendus, crispés, tordus, la respiration essoufflée, la peau mouillée de sueur. Oh, elle se débattit vaillamment, et parfois nous heurtions un meuble, une cloison, une chaise. Alors, toujours enlacés, nous restions immobiles plusieurs secondes, dans la crainte que le bruit n'eût éveillé quelqu'un. Puis nous recommencions notre acharnée bataille, moi l'attaquant, elle résistant. Épuisée enfin, elle tomba, et je la pris brutalement, par terre, sur le pavé. Sitôt relevée, elle courut à la porte, tira les verrous et s'enfuit. Je la rencontrai à peine les jours suivants. Elle ne me laissait point l'approcher. Puis, comme mon camarade était guéri et que nous devions reprendre notre voyage, je la vis entrer, la veille de mon départ, à minuit, nu-pieds, en chemise, dans ma chambre où je venais de me retirer. Elle se jeta dans mes bras, m'étreignit passionnément, puis, jusqu'au jour, m'embrassa, me caressa, pleurant, sanglotant, me donnant enfin toutes les assurances de tendresse et de désespoir qu'une femme nous peut donner quand elle ne sait pas un mot de notre langue. 8 jours après, j'avais oublié cette aventure commune et fréquente quand on voyage, les servantes d'auberge étant généralement destinées à distraire ainsi les voyageurs. Et je fus 30 ans sans y songer et sans revenir à Pont-l'Abbé. Or, en 1876, j'y retournais par hasard au cours d'une excursion en Bretagne, entreprise pour documenter un livre et pour me bien pénétrer des paysages. Rien ne me sembla changer. Le château mouillait toujours ses murs grisâtres dans l'étang, à l'entrée de la petite ville, et l'auberge était la même, quoique réparée, remise à neuf, avec un air plus moderne. En entrant,
je fus reçu par 2 jeunes bretonnes de 18 ans, fraîches et gentilles, encuirassées dans leurs étroits gilets de drap, casquées d'argent, avec les grandes plaques brodées sur les oreilles. Il était environ 6 heures du soir. Je me mis à table pour dîner, et, comme le patron s'empressait lui-même à me servir, la fatalité sans doute me fit dire « Avez-vous connu les anciens maîtres de cette maison ? J'ai passé ici une dizaine de jours il y a 30 ans maintenant. Je vous parle de loin. » Il répondit « C'étaient mes parents, monsieur. » Alors je lui racontai en quelle occasion je m'étais arrêté, comment j'avais été retenu par l'indisposition d'un camarade. Il ne me laissa pas achever. « Oh, je me rappelle parfaitement. J'avais alors 15 ou 16 ans. Vous couchiez dans la chambre du fond, et votre ami dans celle dont j'ai fait la mienne, sur la rue. » C'est alors seulement que le souvenir très vif de la petite bonne me revint. Je demandai « Vous rappelez-vous une gentille petite servante qu'avait alors votre père et qui possédait, si ma mémoire ne me trompe, de jolis yeux bleus et des dents fraîches ?» Il reprit « Oui, monsieur, elle est morte en couche quelque temps après. » Et, tendant la main vers la cour où un homme maigre et boiteux remuait du fumier, il ajouta « Voilà son fils. » Je me mis à rire. « Il n'est pas beau et ne ressemble guère à sa mère. Il tient du père, sans doute. » L'aubergiste reprit « Ça se peut bien, mais on n'a jamais su à qui c'était. Elle est morte sans le dire et personne ici ne lui connaissait de galant. Ça a été un fameux étonnement quand on a appris qu'elle était enceinte. Personne ne voulait le croire. » J'eus une sorte de frisson désagréable, un de ces effleurements pénibles qui nous touchent le cœur, comme l'approche d'un lourd chagrin. Et je regardais l'homme dans la cour. Il venait maintenant de puiser de l'eau pour les chevaux et portait ses 2 seaux en boitant, avec un effort douloureux de la jambe plus courte. Il était déguenillé, hideusement sale, avec de longs cheveux jaunes tellement mêlés qu'ils lui tombaient comme des cordes sur les joues. L'aubergiste ajouta « Il ne vaut pas grand-chose. Ça a été gardé par charité dans la maison. Peut-être qu'il aurait mieux tourné si on l'avait élevé comme tout le monde. » Mais que voulez-vous, monsieur ? Pas de père, pas de mère, pas d'argent. Mes parents ont eu pitié de l'enfant, mais ce n'était pas à eux, vous comprenez ? Je ne dis rien. Et je couchais dans mon ancienne chambre. Et toute la nuit, je pensais à cet affreux valet d'écurie en me répétant « Si c'était mon fils, pourtant, aurais-je donc pu tuer cette fille et procréer cet être ?» C'était possible, enfin. Je résolus de parler à cet homme et de connaître exactement la date de sa naissance. Une différence de 2 mois devait m'arracher mes doutes. Je le fis venir le lendemain, mais il ne parlait pas le français non plus. Il avait l'air de ne rien comprendre, d'ailleurs, ignorant absolument son âge qu'une des bonnes lui demanda de ma part. Et il se tenait d'un air idiot devant moi, roulant son chapeau dans ses pattes noueuses et dégoûtantes, riant stupidement, avec quelque chose du rire ancien de la mère dans le coin des lèvres et dans le coin des yeux. Mais le patron survenant alla chercher l'acte de naissance du misérable. Il était entré dans la vie 8 mois et 26 jours après mon passage à Pont-l'Abbé, car je me rappelais parfaitement être arrivé à Lorient le 15 août. L'acte portait la mention « Père inconnu ». La mère s'était appelée Jeanne Kéradec. Alors mon cœur se mit à battre à coups pressés. Je ne pouvais plus parler tant je me sentais suffoqué. Et je regardais cette brute dont les grands cheveux jaunes semblaient un fumier plus sordide que celui des bêtes. Et le gueux, gêné par mon regard, cessait de rire, détournait la tête, cherchait à s'en aller. Tout le jour, j'errais le long de la petite rivière en réfléchissant douloureusement. Mais à quoi bon réfléchir ? Rien ne pouvait me fixer. Pendant des heures et des heures, je pesais toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, pour ou contre mes chances de paternité, m'énervant en des suppositions inextricables, pour revenir sans cesse à la même horrible incertitude, puis à la conviction plus atroce encore que cet homme était mon fils. Je ne pus dîner et je me retirai dans ma chambre. Je fus longtemps sans parvenir à dormir. Puis le sommeil vint, un sommeil hanté de visions insupportables. Je voyais ce goujat qui me riait au nez, m'appelait papa. Puis il se changeait en chien et me mordait les mollets. Et, j'avais beau me sauver, il me suivait toujours,
et, au lieu d'aboyer, il parlait, m'injuriait. Puis il comparaissait devant mes collègues de l'académie réunis pour décider si j'étais bien son père. Et l'un d'eux s'écriait « C'est indubitable! Regardez donc comme il lui ressemble !» Et en effet, je m'apercevais que ce monstre me ressemblait. Et je me réveillais avec cette idée plantée dans le crâne et avec le désir fou de revoir l'homme pour décider si, oui ou non, nous avions des traits communs. Je le joignis comme il allait à la messe. C'était un dimanche. Et je lui donnai 100 sous en le dévisageant anxieusement. Il se remit à rire d'une ignoble façon, prit l'argent, puis, gêné de nouveau par mon œil, il s'enfuit après avoir bredouillé un mot à peu près inarticulé qui voulait dire « merci » sans doute. La journée se passa, pour moi, dans les mêmes angoisses que la veille. Vers le soir, je fis venir l'hôtelier, et avec beaucoup de précaution, d'habileté, de finesse, je lui dis que je m'intéressais à ce pauvre être si abandonné de tous et privé de tout, et que je voulais faire quelque chose pour lui. Mais l'homme répliqua « Oh, n'y songez pas, monsieur, il ne vaut rien, vous n'en aurez que du désagrément. Moi, je l'emploie à vider l'écurie, et c'est tout ce qu'il peut faire. Pour ça, je le nourris, et il couche avec les chevaux. Il ne lui en faut pas plus. Si vous avez une vieille culotte, donnez-la lui, mais elle sera en pièces dans 8 jours. » Je n'insistai pas, me réservant d'aviser. Le gueux rentra le soir horriblement ivre, faillit mettre le feu à la maison, assomma un cheval à coups de pioche, et, en fin de compte, s'endormit dans la boue, sous la pluie, grâce à mes largesses. On me pria, le lendemain, de ne plus lui donner d'argent. L'eau-de-vie le rendait furieux, et, dès qu'il avait 2 sous en poche, il les buvait. L'aubergiste ajouta « Lui donner de l'argent, c'est vouloir sa mort. » Cet homme n'en avait jamais eu, absolument jamais, sauf quelques centimes jetés par les voyageurs, et il ne connaissait pas d'autre destination à ce métal que le cabaret. Alors je passais des heures dans ma chambre, avec un livre ouvert, que je semblais lire, mais ne faisant autre chose que de regarder cette brute, mon fils, en tâchant de découvrir s'il avait quelque chose de moi. À force de chercher, je crus reconnaître des lignes semblables dans le front et à la naissance du nez, et je fus bientôt convaincu d'une ressemblance que dissimulait l'habillement différent et la crinière hideuse de l'homme. Mais je ne pouvais demeurer plus longtemps sans devenir suspect, et je partis, le cœur broyé, après avoir laissé à l'aubergiste quelque argent pour adoucir l'existence de son valet. Or, depuis 6 ans, je vis avec cette pensée, cette horrible incertitude, ce doute abominable. Et, chaque année, une force invincible me ramène à Pont-l'Abbé. Chaque année, je me condamne à ce supplice, de voir cette brute patauger dans son fumier, de m'imaginer qu'il me ressemble, de chercher, toujours en vain, à lui être secourable. Et chaque année, je reviens ici, plus indécis, plus torturé, plus anxieux. J'ai essayé de le faire instruire. Il est idiot sans ressources. J'ai essayé de lui rendre la vie moins pénible. Il est irrémédiablement ivrogne et emploie à boire tout l'argent qu'on lui donne. Et il sait fort bien vendre ses habits neufs pour se procurer de l'eau-de-vie. J'ai essayé d'apitoyer sur lui son patron pour qu'il le ménageât en offrant toujours de l'argent. L'aubergiste, étonné à la fin, m'a répondu fort sagement. « Tout ce que vous ferez pour lui, monsieur, ne servira qu'à le perdre. Il faut le tenir comme un prisonnier. Sitôt qu'il a du temps ou du bien-être, il devient malfaisant. Si vous voulez faire du bien, ça ne manque pas, allez, les enfants abandonnés. Mais choisissez-en un qui réponde à votre peine. » Que dire à cela? Et si je laissais percer un soupçon des doutes qui me torturent, ce crétin, certes, deviendrait malin pour m'exploiter, me compromettre, me perdre. Il me crierait « papa » comme dans mon rêve. Et je me dis que j'ai tué la mère et perdu cet être atrophié, larve d'écurie, éclose et poussée dans le fumier, cet homme qui, élevé comme d'autres, aurait été pareil aux autres. Et vous ne vous figurez pas la sensation étrange, confuse et intolérable que j'éprouve en face de lui, en songeant que cela est sorti de moi, qu'il tient à moi par ce lien intime qui lie le fils au père, que, grâce aux terribles lois de l'hérédité, il est moi par 1000 choses, par son sang et par sa chair, et qu'il a jusqu'au même germe de maladie, au même ferment de passion. Et j'ai sans cesse un inapaisable et douloureux besoin de le voir.
et sa vue me fait horriblement souffrir. Et de ma fenêtre, là-bas, je le regarde pendant des heures remuer et charrier les ordures des bêtes, en me répétant « c'est mon fils ». Et je sens, parfois, d'intolérables envies de l'embrasser. Je n'ai même jamais touché sa main sordide. L'académicien se tut. Et son compagnon, l'homme politique, murmura « Oui, vraiment, nous devrions bien nous occuper un peu plus des enfants qui n'ont pas de père. » Et un souffle de vent traversant le grand arbre jaune secoua ses grappes, enveloppa d'une nuée odorante et fine les deux vieillards qui la respirèrent à longs traits. Et le sénateur ajouta « C'est bon vraiment d'avoir 25 ans, et même de faire des enfants comme ça. » Saint-Antoine, à X charme. On l'appelait Saint-Antoine parce qu'il se nommait Antoine, et aussi, peut-être, parce qu'il était bon vivant, joyeux, farceur, puissant mangeur et fort buveur, et vigoureux trousseur de servantes, bien qu'il eût plus de 60 ans. C'était un grand paysan du pays de Caux, haut en couleur, gros de poitrine et de ventre, et perché sur de longues jambes qui semblaient trop maigres pour l'ampleur du corps. Veuf, il vivait seul avec sa bonne et ses 2 valets dans sa ferme qu'il dirigeait en madré compère, soigneux de ses intérêts, entendu dans les affaires et dans l'élevage du bétail et dans la culture de ses terres. Ses 2 fils et ses 3 filles mariées avec avantage vivaient aux environs et venaient, une fois par mois, dîner avec le père. Sa vigueur était célèbre dans tout le pays d'alentour. On disait, en manière de proverbe, « Il est fort comme Saint-Antoine ». Lorsqu'arriva l'invasion prussienne, Saint-Antoine, au cabaret, promettait de manger une armée, car il était hâbleur comme un vrai Normand, un peu couard et fanfaron. Il tapait du poing sur la table de bois, qui sautait en faisant danser les tasses et les petits verres. Et il criait, la face rouge et l'œil sournois, dans une fausse colère de bon vivant. « Faudra que j'en mange, nom de Dieu !» Il comptait bien que les Prussiens ne viendraient pas jusqu'à Tanneville, mais lorsqu'il apprit qu'ils étaient à Rothau, il ne sortit plus de sa maison, et il guettait sans cesse la route par la petite fenêtre de sa cuisine, s'attendant à tout moment à voir passer des baïonnettes. Un matin, comme il mangeait la soupe avec ses serviteurs, la porte s'ouvrit, et le maire de la commune, maître Chicot, parut suivi d'un soldat coiffé d'un casque noir à pointe de cuivre. Saint-Antoine se dressa d'un bond, et tout son monde le regardait, s'attendant à le voir écharper le Prussien. Mais il se contenta de serrer la main du maire, qui lui dit « En v'là un pour toi, Saint-Antoine. Ils sont venus cette nuit. Fais pas de bêtises, surtout. Vu qu'ils parlent de fusiller et de brûler tout, si seulement il arrive la moindre chose. Te v'là prévenu. Donne-lui à manger. Il a l'air d'un bon gars. Bonsoir, je vais chez les autres. Il y en a pour tout le monde. » Et il sortit. Le père Antoine, devenu pâle, regarda son Prussien. C'était un gros garçon à la chair grasse et blanche, aux yeux bleus, aux poils blonds, barbu jusqu'aux pommettes, qui semblait idiot, timide et bon enfant. Le Normand malin le pénétra tout de suite et, rassuré, lui fit signe de s'asseoir. Puis il lui demanda « Voulez-vous de la soupe ?» L'étranger ne comprit pas. Antoine alors eut un coup d'audace et, lui poussant sous le nez une assiette pleine, « Tiens, avale ça, gros cochon !» Le soldat répondit « Ya !» et se mit à manger goulûment pendant que le fermier triomphant, sentant sa réputation reconquise, clignait de l'œil à ses serviteurs qui grimaçaient étrangement, ayant en même temps grand-peur et envie de rire. Quand le Prussien eut englouti son assiété, Saint-Antoine lui en servit une autre, qu'il fit disparaître également, mais il recula devant la 3e, que le fermier voulait lui faire manger de force, en répétant « Allons, fous-toi ça dans le ventre, t'engraisseras, ou tu diras pourquoi, va, mon cochon !» Et le soldat, comprenant seulement qu'on voulait le faire manger tout son soûl, riait d'un air content, en faisant signe qu'il était plein. Alors Saint-Antoine, devenu tout à fait familier, lui tapa sur le ventre en criant « Y en a-t-il dans la bedaine à mon cochon ?» Mais soudain il se tordit,
rouge à tomber d'une attaque, ne pouvant plus parler. Une idée lui était venue qui le faisait étouffer de rire. « C'est ça, Saint-Antoine et son cochon. V'là mon cochon !» Et les 3 serviteurs éclatèrent à leur tour. Le vieux était si content qu'il fit apporter l'eau-de-vie, la bonne, le filandis, et qu'il en régala tout le monde. On trinqua avec le Prussien, qui claqua de la langue par flatterie pour indiquer qu'il trouvait ça fameux. Et Saint-Antoine lui criait dans le nez. « Hein ? En v'là de la fine ? T'en bois pas comme ça chez toi, mon cochon !» Dès lors, le père Antoine ne sortit plus sans son Prussien. Il avait trouvé là son affaire. C'était sa vengeance à lui, sa vengeance de gros malin. Et tout le pays, qui crevait de peur, riait à se tordre derrière le dos des vainqueurs de la farce de Saint-Antoine. Vraiment, dans la plaisanterie, il n'avait pas son pareil. Il n'y avait que lui pour inventer des choses comme ça. Créer coquin, va. Il s'en allait chez les voisins, tous les jours après-midi, bras dessus, bras dessous, avec son allemand qu'il présentait d'un air gai en lui tapant sur l'épaule. « Tenez, v'là mon cochon. Regardez-moi s'il engraisse, cet animal-là. » Et les paysans s'épanouissaient. Est-il donc rigolo, ce bougre d'Antoine ? « Je te le vends, Césaire, 3 pistoles. »« Je le prends, Antoine, et je t'invite à manger du boudin. »« Mais c'est que je veux, c'est de ses pieds. »« Tâte-lui le ventre, tu verras qu'il n'a que de la graisse. » Et tout le monde clignait de l'œil, sans rire trop haut cependant, de peur que le Prussien devinât à la fin qu'on se moquait de lui. Antoine seul s'enhardissait tous les jours, lui pinçait les cuisses en criant « Rien que du gras !» lui tapait sur le derrière en hurlant « Tout ça de la couenne !» l'enlevait dans ses bras de vieux colosses capables de porter une enclume en déclarant « Il pèse 600 et pas de déchets !» Et il avait pris l'habitude de faire offrir à manger à son cochon partout où il entrait avec lui. C'était là le grand plaisir, le grand divertissement de tous les jours. « Donnez-lui de ce que vous voudrez, il avale tout !» Et on offrait à l'homme du pain et du beurre, des pommes de terre, du fricot froid, de l'andouille, qui faisait dire « de la vôtre et du choix !» Le soldat, stupide et doux, mangeait par politesse, enchanté de ses attentions, se rendait malade pour ne pas refuser. Et il engraissait vraiment, serré maintenant dans son uniforme, ce qui ravissait Saint-Antoine et lui faisait répéter « Tu sais, mon cochon, faudra te faire une autre cage !» Ils étaient devenus, d'ailleurs, les meilleurs amis du monde, et quand le vieux allait à ses affaires, dans les environs, le Prussien l'accompagnait de lui-même pour le seul plaisir d'être avec lui. Le temps était rigoureux, il gelait dur. Le terrible hiver de 1870 semblait jeter ensemble tous les fléaux sur la France. Le père Antoine, qui préparait les choses de loin et profitait des occasions, prévoyant qu'il manquerait de fumier pour les travaux du printemps, acheta celui d'un voisin qui se trouvait dans la Gêne. Et il fut convenu qu'il irait chaque soir avec son tombereau chercher une charge d'engrais. Chaque jour donc, il se mettait en route à l'approche de la nuit et se rendait à la ferme des Halles, distante d'une demi-lieue, toujours accompagné de son cochon. Et chaque jour, c'était une fête de nourrir l'animal. Tout le pays accourait là comme on va, le dimanche, à la grand-messe. Le soldat, cependant, commençait à se méfier. Et quand on riait trop fort, il roulait des yeux inquiets qui, parfois, s'allumaient d'une flamme de colère. Or, un soir, quand il eut mangé à sa contenance, il refusa d'avaler un morceau de plus, et il essaya de se lever pour s'en aller. Mais Saint-Antoine l'arrêta d'un tour de poignet, et lui posant ses 2 mains puissantes sur les épaules, il le rassit si durement que la chaise s'écrasa sous l'homme. Une gaieté de tempête éclata, et Antoine, radieux, ramassant son cochon, fit semblant de le panser pour le guérir. Puis il déclara « Puisque tu ne veux pas manger, tu vas boire, nom de Dieu !» Et on alla chercher de l'eau-de-vie au cabaret. Le soldat roulait des yeux méchants, mais il but néanmoins, il but tant qu'on voulut, et Saint-Antoine lui tenait la tête, à la grande joie des assistants. Le Normand, rouge comme une tomate, le regard en feu, emplissait les verres, trinquait en gueulant « À la tienne !» Et le Prussien, sans prononcer un mot, entonnait coup sur coup des lampées de cognac. C'était une lutte, une bataille, une revanche.
À qui boirait le plus? Nom d'un nom. Ils n'en pouvaient plus ni l'un ni l'autre quand le litre fut séché. Mais aucun d'eux n'était vaincu. Ils s'en allaient, manche à manche, voilà tout. Faudrait recommencer le lendemain. Ils sortirent en titubant et se mirent en route, à côté du tombereau de fumier que traînaient lentement les 2 chevaux. La neige commençait à tomber, et la nuit, sans lune, s'éclairait tristement de cette blancheur morte des plaines. Le froid saisit les 2 hommes, augmentant leur ivresse, et Saint-Antoine, mécontent de n'avoir pas triomphé, s'amusait à pousser l'épaule de son cochon pour le faire culbuter dans le fossé. L'autre évitait les attaques par des retraites, et, chaque fois, il prononçait quelques mots allemands sur un ton irrité qui faisait rire aux éclats le paysan. À la fin, le Prussien se fâcha, et juste au moment où Antoine lui lançait une nouvelle bourrade, il répondit par un coup de poing terrible qui fit chanceler le colosse. Alors, enflammé d'eau-de-vie, le vieux saisit l'homme à bras-le-corps, le secoua quelques secondes comme il eût fait d'un petit enfant, et il le lança à toute volée de l'autre côté du chemin. Puis, content de cette exécution, il croisa ses bras pour rire de nouveau. Mais le soldat se releva vivement, nu-tête, son casque ayant roulé, et, dégainant son sabre, il se précipita sur le père Antoine. Quand il vit cela, le paysan saisit son fouet par le milieu, son grand fouet de houx, droit, fort et souple comme un nerf de bœuf. Le Prussien arriva, le front baissé, l'arme en avant, sûr de tuer. Mais le vieux, attrapant à pleine main la lame dont la pointe allait lui crever le ventre, l'écarta, et il frappa d'un coup sec sur la tempe, avec la poignée du fouet, son ennemi qui s'abattit à ses pieds. Puis il regarda, effaré, stupide d'étonnement, le corps d'abord secoué de spasmes, puis immobile sur le ventre. Il se pencha, le retourna, le considéra quelque temps. L'homme avait les yeux clos, et un filet de sang coulait d'une fente au coin du front. Malgré la nuit, le père Antoine distinguait la tache brune de ce sang sur la neige. Il restait là, perdant la tête, tandis que son tombereau s'en allait toujours, au pas tranquille des chevaux. Qu'allait-il faire? Il serait fusillé, on brûlerait sa ferme, on ruinerait le pays. Que faire? Que faire? Comment cacher le corps, cacher la mort, tromper les Prussiens? Il entendit des voix au loin, dans le grand silence des neiges. Alors il s'affola, et ramassant le casque, il recoiffa sa victime, puis, l'empoignant par les reins, il l'enleva, courut, rattrapa son attelage et lança le corps sur le fumier. Une fois chez lui, il aviserait. Il allait à petits pas, se creusant la cervelle, ne trouvant rien. Il se voyait, il se sentait perdu. Il rentra dans sa cour. Une lumière brillait à une lucarne. Sa servante ne dormait pas encore. Alors il fit vivement reculer sa voiture jusqu'au bord du trou à l'engrais. Il songeait qu'en renversant la charge, le corps posé dessus tomberait dessous dans la fosse. Et il fit basculer le tombereau. Comme il l'avait prévu, l'homme fut enseveli sous le fumier. Antoine aplanit le tas avec sa fourche, puis la planta dans la terre à côté. Il appela son valet, ordonna de mettre les chevaux à l'écurie, et il rentra dans sa chambre. Il se coucha, réfléchissant toujours à ce qu'il allait faire, mais aucune idée ne l'illuminait. Son épouvante allait croissant dans l'immobilité du lit. On le fusillerait. Il suait de peur, ses dents claquaient. Il se releva, grelottant, ne pouvant plus tenir dans ses draps. Alors il descendit à la cuisine, prit la bouteille de fine dans le buffet et remonta. Il but 2 grands verres de suite, jetant une ivresse nouvelle par-dessus l'ancienne, sans calmer l'angoisse de son âme. Il avait fait là un joli coup, nom de Dieu d'imbécile. Il marchait maintenant de long en large, cherchant des ruses, des explications et des malices. Et, de temps en temps, il se rinçait la bouche avec une gorgée de filandis pour se mettre du cœur au ventre. Et il ne trouvait rien, mais rien. Vers minuit, son chien de garde, une sorte de demi-loup qu'il appelait Dévorant, se mit à hurler à la mort. Le père Antoine frémit jusque dans les moelles, et, chaque fois que la bête reprenait son gémissement lugubre et long, un frisson de peur courait sur la peau du vieux. Il s'était abattu sur une chaise, les jambes cassées, hébété, n'en pouvant plus, attendant avec anxiété que, Dévorant, recommençât sa plainte, et secoué par tous les sursauts dont la terreur fait vibrer nos nerfs.
L'horloge d'en bas sonna 5 heures. Le chien ne se taisait pas. Le paysan devenait fou. Il se leva pour aller déchaîner la bête, pour ne plus l'entendre. Il descendit, ouvrit la porte, s'avança dans la nuit. La neige tombait toujours. Tout était blanc. Les bâtiments de la ferme faisaient de grandes taches noires. L'homme s'approcha de la niche. Le chien tirait sur sa chaîne. Il le lâcha. Alors, dévorant, fit un bond, puis s'arrêta net, le poil hérissé, les pattes tendues, les crocs au vent, le nez tourné vers le fumier. Saint-Antoine, tremblant de la tête aux pieds, balbutia. « Qu'est-ce que t'as donc, sale rosse ?» Et il avança de quelques pas, fouillant de l'œil l'ombre indécise, l'ombre terne de la cour. Alors, il vit une forme d'homme assis sur son fumier. Il regardait cela, perclus d'horreur et haletant. Mais soudain, il aperçut auprès de lui le manche de sa fourche piqué dans la terre. Il l'arracha du sol, et, dans un de ces transports de peur qui rendent téméraires les plus lâches, il se rua en avant pour voir. C'était lui, son Prussien, sorti fangeux de sa couche d'ordures qu'il avait réchauffée, ranimé. Il s'était assis machinalement, et il était resté là, sous la neige qui le poudrait, souillé de saleté et de sang, encore hébété par l'ivresse, étourdi par le coup, épuisé par sa blessure. Il aperçut Antoine, et, trop abruti pour rien comprendre, il fit un mouvement afin de se lever. Mais le vieux, dès qu'il l'eut reconnu, écuma ainsi qu'une bête enragée. Il bredouillait. « Ah, cochon, cochon, t'es pas mort? Tu vas me dénoncer, à cette heure! Attends, attends !» Et, s'élançant sur l'Allemand, il jeta en avant, de toute la vigueur de ses 2 bras, sa fourche levée comme une lance. Et il lui enfonça jusqu'aux manches les 4 pointes de fer dans la poitrine. Le soldat se renversa sur le dos en poussant un long soupir de mort, tandis que le vieux paysan, retirant son arme des plaies, la replongeait coup sur coup dans le ventre, dans l'estomac, dans la gorge, frappant comme un forcené, trouant de la tête aux pieds le corps palpitant dont le sang fuyait par gros bouillons. Puis il s'arrêta, essoufflé de la violence de sa besogne, aspirant l'air à grandes gorgées, apaisé par le meurtre accompli. Alors, comme les coqs chantaient dans les poulaillers, et comme le jour allait poindre, il se mit à l'œuvre pour ensevelir l'homme. Il creusa un trou dans le fumier, trouva la terre, fouilla plus bas encore, travaillant d'une façon désordonnée, dans un emportement de force, avec des mouvements furieux des bras et de tout le corps. Lorsque la tranchée fut assez creuse, il roula le cadavre dedans, avec la fourche, rejeta la terre dessus, la piétina longtemps, remit en place le fumier, et il sourit en voyant la neige épaisse qui complétait sa besogne et couvrait les traces de son voile blanc. Puis il repiqua sa fourche sur le tas d'ordures et rentra chez lui. Sa bouteille encore à moitié pleine d'eau-de-vie était restée sur la table. Il la vida d'une haleine, se jeta sur son lit et s'endormit profondément. Il se réveilla dégrisé, l'esprit calme et dispos, capable de juger le cas et de prévoir l'événement. Au bout d'1 heure, il courait le pays en demandant partout des nouvelles de son soldat. Il alla trouver les officiers pour savoir, disait-il, pourquoi on lui avait repris son homme. Comme on connaissait leur liaison, on ne le soupçonna pas. Et il dirigea même les recherches en affirmant que le Prussien allait chaque soir courir le cotillon. Un vieux gendarme en retraite, qui tenait une auberge dans le village voisin et qui avait une jolie fille, fut arrêté et fusillé. L'aventure de Walter Schnaffs, à Robert Pinchon. Depuis son entrée en France avec l'armée d'invasion, Walter Schnaffs se jugeait le plus malheureux des hommes. Il était gros, marchait avec peine, soufflait beaucoup et souffrait affreusement des pieds qu'il avait fort plats et fort gras. Il était en outre pacifique et bienveillant, nullement magnanime ou sanguinaire, père de 4 enfants qu'il adorait et marié avec une jeune femme blonde dont il regrettait désespérément chaque soir les tendresses, les petits soins et les baisers. Il aimait se lever tard et se coucher tôt, manger lentement de bonnes choses et boire de la bière dans les brasseries. Il songeait en outre que tout ce qui est doux dans l'existence disparaît avec la vie, et il gardait au cœur une haine épouvantable,
instinctive et raisonnée en même temps, pour les canons, les fusils, les revolvers et les sabres, mais surtout pour les baïonnettes, se sentant incapable de manœuvrer assez vivement cette arme rapide pour défendre son gros ventre. Et, quand il se couchait sur la terre, la nuit venue, roulé dans son manteau, à côté des camarades qui ronflaient, il pensait longuement aux siens laissés là-bas et aux dangers semés sur sa route. S'il était tué, que deviendraient les petits ? Qui donc les nourrirait et les élèverait ? À l'heure même, il n'était pas riche, malgré les dettes qu'il avait contractées en partant pour leur laisser quelque argent. Et Walter Schnaffs pleurait quelquefois. Au commencement des batailles, il se sentait dans les jambes de telle faiblesse qu'il se serait laissé tomber, s'il n'avait songé que toute l'armée lui passerait sur le corps. Le sifflement des balles hérissait le poil sur sa peau. Depuis des mois, il vivait ainsi, dans la terreur et dans l'angoisse. Son corps d'armée s'avançait vers la Normandie, et il fut un jour envoyé en reconnaissance avec un faible détachement qui devait simplement explorer une partie du pays et se replier ensuite. Tout semblait calme dans la campagne. Rien n'indiquait une résistance préparée. Or, les Prussiens descendaient avec tranquillité dans une petite vallée que coupaient des ravins profonds, quand une fusillade violente les arrêta net, jetant bas une vingtaine d'éleurs, et une troupe de francs-tireurs, sortant brusquement d'un petit bois grand comme la main, s'élança en avant, la baïonnette au fusil. Walter Schnaffs demeura d'abord immobile, tellement surpris et éperdu qu'il ne pensait même pas à fuir. Puis un désir fou de détaler le saisit, mais il songea aussitôt qu'il courait comme une tortue en comparaison des maigres Français qui arrivaient en bondissant comme un troupeau de chèvres. Alors, apercevant à 6 pas devant lui un large fossé plein de broussailles couvertes de feuilles sèches, il y sauta à pieds joints, sans songer même à la profondeur, comme on saute d'un pont dans une rivière. Il passa, à la façon d'une flèche, à travers une couche épaisse de lianes et de ronces aiguës qui lui déchirèrent la face et les mains, et il tomba lourdement assis sur un lit de pierre. Levant aussitôt les yeux, il vit le ciel par le trou qu'il avait fait. Ce trou révélateur le pouvait dénoncer, et il se traîna avec précaution à 4 pattes au fond de cette ornière, sous le toit de branchages enlacés, allant le plus vite possible en s'éloignant du lieu du combat. Puis il s'arrêta et s'assit de nouveau, tapi comme un lièvre au milieu des hautes herbes sèches. Il entendit pendant quelque temps encore des détonations, des cris et des plaintes. Puis les clameurs de la lutte s'affaiblirent, cessèrent. Tout redevint muet et calme. Soudain, quelque chose remua contre lui. Il eut un sursaut épouvantable. C'était un petit oiseau qui, s'étant posé sur une branche, agitait des feuilles mortes. Pendant près d'1 heure, le cœur de Walter Schnaffs en battit à grands coups pressés. La nuit venait, emplissant d'ombre le ravin, et le soldat se mit à songer. Qu'allait-il faire ? Qu'allait-il devenir ? Rejoindre son armée ? Mais comment ? Mais par où ? Et il lui faudrait recommencer l'horrible vie d'angoisse, d'épouvante, de fatigue et de souffrance qu'il menait depuis le commencement de la guerre. Non, il ne se sentait plus ce courage. Il n'aurait plus l'énergie qu'il fallait pour supporter les marches et affronter les dangers de toutes les minutes. Mais que faire ? Il ne pouvait rester dans ce ravin et s'y cacher jusqu'à la fin des hostilités. Non, certes. S'il n'avait pas fallu manger, cette perspective ne l'aurait pas trop atterré, mais il fallait manger tous les jours. Et il se trouvait ainsi tout seul, en armes, en uniforme, sur le territoire ennemi, loin de ceux qui le pouvaient défendre. Des frissons lui couraient sur la peau. Soudain, il pensa, si seulement j'étais prisonnier, et son cœur frémit de désir, d'un désir violent, immodéré, d'être prisonnier des Français. Prisonnier. Il serait sauvé, nourri, logé, à l'abri des balles et des sabres, sans appréhension possible, dans une bonne prison bien gardée. Prisonnier, quel rêve ! Et sa résolution fut prise immédiatement. Je vais me constituer prisonnier. Il se leva, résolu à exécuter ce projet sans tarder d'1 minute. Mais il demeura immobile, assailli soudain par des réflexions fâcheuses et par des terreurs nouvelles. Où allait-il se constituer prisonnier ? Comment ? De quel côté ? Et des images affreuses, des images de mort, se précipitèrent dans son âme.
Il allait courir des dangers terribles en s'aventurant seul avec son casque à pointe par la campagne. S'il rencontrait des paysans, ces paysans, voyant un Prussien perdu, un Prussien sans défense, le tueraient comme un chien errant. Ils le massacreraient avec leurs fourches, leurs pioches, leurs faux, leurs pelles. Ils en feraient une bouillie, une pâtée, avec l'acharnement des vaincus exaspérés. S'il rencontrait des francs-tireurs, ces francs-tireurs, des enragés sans loi ni discipline, le fusilleraient pour s'amuser, pour passer une heure, histoire de rire en voyant sa tête. Et il se croyait déjà appuyé contre un mur en face de 12 canons de fusil, dont les petits trous ronds et noirs semblaient le regarder. S'il rencontrait l'armée française elle-même, les hommes d'avant-garde le prendraient pour un éclaireur, pour quelque hardi et malin troupier parti seul en reconnaissance, et il lui tirerait dessus. Et il entendait déjà les détonations irrégulières des soldats couchés dans les broussailles, tandis que lui, debout au milieu d'un champ, s'affaissait, troué comme une écumoire par les balles qu'il sentait entrer dans sa chair. Il se rassit, désespéré. Sa situation lui paraissait sans issue. La nuit était tout à fait venue, la nuit muette et noire. Il ne bougeait plus, tressaillant à tous les bruits inconnus et légers qui passaient dans les ténèbres. Un lapin tapant du cul au bord d'un terrier faillit faire s'enfuir Walter Schnaffs. Les cris des chouettes lui déchiraient l'âme, le traversant de peurs soudaines, douloureuses comme des blessures. Il écarquillait ses gros yeux pour tâcher de voir dans l'ombre, et il s'imaginait à tout moment entendre marcher près de lui. Après d'interminables heures et des angoisses de damné, il aperçut, à travers son plafond de branchages, le ciel qui devenait clair. Alors, un soulagement immense le pénétra. Ses membres se détendirent, reposés soudain. Son cœur s'apaisa, ses yeux se fermèrent. Il s'endormit. Quand il se réveilla, le soleil lui parut arriver à peu près au milieu du ciel. Il devait être midi. Aucun bruit ne troublait la paix morne des champs. Et Walter Schnaffs s'aperçut qu'il était atteint d'une faim aiguë. Il bâillait, la bouche humide à la pensée du saucisson, du bon saucisson des soldats, et son estomac lui faisait mal. Il se leva, fit quelques pas, sentit que ses jambes étaient faibles, et se rassit pour réfléchir. Pendant 2 ou 3 heures encore, il établit le pour et le contre, changeant à tout moment de résolution, combattu, malheureux, tiraillé par les raisons les plus contraires. Une idée lui parut enfin logique et pratique, c'était de guetter le passage d'un villageois seul, sans armes et sans outils de travail dangereux, de courir au-devant de lui et de se remettre en ses mains en lui faisant bien comprendre qu'il se rendait. Alors il ôta son casque, dont la pointe le pouvait trahir, et il sortit sa tête au bord de son trou, avec des précautions infinies. Aucun être isolé ne se montrait à l'horizon. Là-bas, à droite, un petit village envoyait au ciel la fumée de ses toits, la fumée des cuisines. Là-bas, à gauche, il apercevait, au bout des arbres d'une avenue, un grand château flanqué de tourelles. Il attendit ainsi jusqu'au soir, souffrant affreusement, ne voyant rien que des vols de corbeaux, n'entendant rien que les plaintes sourdes de ses entrailles. Et la nuit encore tomba sur lui. Il s'allongea au fond de sa retraite, et il s'endormit d'un sommeil fiévreux, hanté de cauchemars, d'un sommeil d'homme affamé. L'aurore se leva de nouveau sur sa tête. Il se remit en observation. Mais la campagne restait vide comme la veille, et une peur nouvelle entrait dans l'esprit de Walter Schnaffs, la peur de mourir de faim. Il se voyait étendu au fond de son trou, sur le dos, les yeux fermés. Puis des bêtes, des petites bêtes de toutes sortes s'approchaient de son cadavre et se mettaient à le manger, l'attaquant partout à la fois, se glissant sous ses vêtements pour mordre sa peau froide. Et un grand corbeau lui piquait les yeux de son bec effilé. Alors, il devint fou, s'imaginant qu'il allait s'évanouir de faiblesse et ne plus pouvoir marcher. Et déjà, il s'apprêtait à s'élancer vers le village, résolu à tout oser, à tout braver, quand il aperçut 3 paysans qui s'en allaient au champ avec leurs fourches sur l'épaule, et il replongea dans sa cachette. Mais, dès que le soir obscurcit la plaine, il sortit lentement du fossé et se mit en route, courbé, craintif, le cœur battant, vers le château lointain, préférant entrer là-dedans plutôt qu'au village qui lui semblait redoutable comme une tanière pleine de tigres. Les fenêtres d'en bas brillaient. Une d'elles était même ouverte,
et une forte odeur de viande cuite s'en échappait, une odeur qui pénétra brusquement dans le nez et jusqu'au fond du ventre de Walter Schnaffs, qui le crispa, le fit halter, l'attirant irrésistiblement, lui jetant au cœur une audace désespérée. Et brusquement, sans réfléchir, il apparut, casqué, dans le cadre de la fenêtre. 8 domestiques dînaient autour d'une grande table, mais soudain une bonne demeura béante, laissant tomber son verre, les yeux fixes, tous les regards suivirent le sien. On aperçut l'ennemi. « Seigneur, les Prussiens attaquaient le château !» Ce fut d'abord un cri, un seul cri, fait de 8 cris poussés sur 8 tons différents, un cri d'épouvante horrible, puis une levée tumultueuse, une bousculade, une mêlée, une fuite éperdue vers la porte du fond. Les chaises tombaient, les hommes renversaient les femmes et passaient dessus. En 2 secondes, la pièce fut vide, abandonnée, avec la table couverte de mangeaille en face de Walter Schnaffs, stupéfait, toujours debout, dans sa fenêtre. Après quelques instants d'hésitation, il enjamba le mur d'appui et s'avança vers les assiettes. Sa faim exaspérée le faisait trembler comme un fiévreux. Mais une terreur le retenait, le paralysait encore. Il écouta, toute la maison semblait frémir. Des portes se fermaient, des pas rapides couraient sur le plancher du dessus. Le Prussien, inquiet, tendait l'oreille à ces confuses rumeurs. Puis il entendit des bruits sourds, comme si des corps fussent tombés dans la terre molle, au pied des murs, des corps humains sautant du premier étage. Puis tout mouvement, toute agitation cessèrent, et le grand château devint silencieux comme un tombeau. Walter Schnaffs s'assit devant une assiette restée intacte, et il se mit à manger. Il mangeait par grandes bouchées, comme s'il eût craint d'être interrompu trop tôt, de n'en pouvoir engloutir assez. Il jetait à 2 mains les morceaux dans sa bouche ouverte, comme une trappe, et des paquets de nourriture lui descendaient coup sur coup dans l'estomac, gonflant sa gorge en passant. Parfois, il s'interrompait, prêt à crever à la façon d'un tuyau trop plein. Il prenait alors la cruche au cidre et se déblayait l'œsophage comme on lave un conduit bouché. Il vida toutes les assiettes, tous les plats et toutes les bouteilles, puis, saoul de liquide et de mangeaille, abruti, rouge, secoué par des hoquets, l'esprit troublé et la bouche grasse, il déboutonna son uniforme pour souffler, incapable d'ailleurs de faire un pas. Ses yeux se fermaient, ses idées s'engourdissaient. Il posa son front pesant dans ses bras croisés sur la table, et il perdit doucement la notion des choses et des faits. Le dernier croissant éclairait vaguement l'horizon au-dessus des arbres du parc. C'était l'heure froide qui précède le jour. Des ombres glissaient dans les fourrés, nombreuses et muettes, et parfois un rayon de lune faisait reluire dans l'ombre une pointe d'acier. Le château tranquille dressait sa haute silhouette, noire. 2 fenêtres seules brillaient encore au rez-de-chaussée. Soudain, une voix tonnante hurla. « En avant, nom d'un nom! À l'assaut, mes enfants !» Alors, en un instant, les portes, les contrevents et les vitres s'enfoncèrent sous un flot d'hommes qui s'élança, brisa, creva tout, envahit la maison. En un instant, 50 soldats armés jusqu'aux cheveux bondirent dans la cuisine où reposait pacifiquement Walter Schnaffs et, lui posant sur la poitrine 50 fusils chargés, le culbutèrent, le roulèrent, le saisirent, le lièrent des pieds à la tête. Il haletait d'ahurissement, trop abruti pour comprendre, battu, crossé et fou de peur. Et, tout d'un coup, un gros militaire chamarré d'or lui planta son pied sur le ventre en vociférant « Vous êtes mon prisonnier, rendez-vous !» Le Prussien n'entendit que ce seul mot « prisonnier » et il gémit « ya, ya, ya ». Il fut relevé, ficelé sur une chaise et examiné avec une vive curiosité par ses vainqueurs, qui soufflaient comme des baleines. Plusieurs s'assirent, n'en pouvant plus d'émotion et de fatigue. Il souriait, lui, il souriait maintenant, sûr d'être enfin prisonnier. Un autre officier entra et prononça « Mon colonel, les ennemis se sont enfuis. Plusieurs semblent avoir été blessés. Nous restons maîtres de la place. » Le gros militaire qui s'essuya le front vociféra « Victoire !» Et il écrivit sur un petit agenda de commerce tiré de sa poche « Après une lutte acharnée, les Prussiens ont dû battre en retraite, emportant leurs morts et leurs blessés, qu'on évalue à 50 hommes hors de combat. »
Plusieurs sont restés entre nos mains. Le jeune officier reprit. « Quelle disposition dois-je prendre, mon colonel ?» Le colonel répondit. « Nous allons nous replier pour éviter un retour offensif avec de l'artillerie et des forces supérieures. » Et il donna l'ordre de repartir. La colonne se reforma dans l'ombre, sous les murs du château, et se mit en mouvement, enveloppant de partout Walter Schnaffs, garrotté, tenu par 6 guerriers, le revolver au poing. Des reconnaissances furent envoyées pour éclairer la route. On avançait avec prudence, faisant halte de temps en temps. Au jour levant, on arrivait à la sous-préfecture de la Roche-Oiselle, dont la garde nationale avait accompli ce fait d'armes. La population anxieuse et surexcitée attendait. Quand on aperçut le casque du prisonnier, des clameurs formidables éclatèrent. Les femmes levaient les bras, des vieilles pleuraient, un aïeul lança sa béquille au Prussien et blessa le nez d'un de ses gardiens. Le colonel hurlait « Veillez à la sûreté du captif !» On parvint enfin à la maison de ville. La prison fut ouverte et Walter Schnaffs jeté dedans, libre de liens. 200 hommes en armes montèrent la garde autour du bâtiment. Alors, malgré des symptômes d'indigestion qui le tourmentaient depuis quelque temps, le Prussien, fou de joie, se mit à danser éperdument, en levant les bras et les jambes, à danser en poussant des cris frénétiques, jusqu'au moment où il tomba, épuisé, au pied d'un mur. Il était prisonnier, sauvé. C'est ainsi que le château de Champignet fut repris à l'ennemi après 6 heures seulement d'occupation. Le colonel Ratier, marchand de drap, qui enleva cette affaire à la tête des gardes nationaux de la Roche-Oiselle, fut décoré. Merci pour votre écoute de ce recueil. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et partager. À bientôt pour un nouveau roman.